Merci de nous recevoir sur la fin de la tournée, cette grande tournée sur laquelle tu es. Ça fait combien de temps que tu tournes là? Depuis Bercy, mais bon, disons qu'on travaille vraiment depuis le 22 août. Depuis le 22 août, tu es sur la route, tu n'arrêtes pas. Non. C'est presque une date par soir, là on est au bout et ça va, non? On est toujours un peu triste à la fin d'une tournée terminée, mais on est quand même un peu heureux parce qu'on va pouvoir prendre un peu de vacances quand même, parce qu'on est un peu tous crevés là. Surtout les techniciens d'ailleurs, qui montent, qui démontent. On est toujours un peu triste à la fin d'une tournée terminée, mais on est quand même un peu heureux parce qu'on va pouvoir prendre un peu de vacances quand même, parce qu'on est un peu tous crevés là. Surtout les techniciens d'ailleurs, qui montent, qui démontent le matériel tous les jours. Attends, et tu vas pas me dire que tu es en pleine forme, quoi, parce que toi tu donnes tous les soirs, il y a des moments où ça doit être quand même difficile. Non, ça va, j'ai des problèmes vocaux comme tous les chanteurs, mais non, ça va. Ça va. Tu dis que tu vas prendre des vacances, mais en fait, je sais que tu vas pas prendre des vacances pour très longtemps, parce que le 18 et le 19 juin, à Paris, un événement, le jubilé de Johnny Hallyday. Je commence déjà, d'ailleurs, même pendant cette tournée, je travaille déjà un petit peu sur ce qu'on va faire au Parc des Princes, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui se fait, qui se prépare en tout cas longtemps à l'avance. Et comme je vais reprendre un peu des chansons quand même de mes débuts jusqu'à maintenant, il y a un choix à faire, il y a un choix de chansons également à faire par rapport à des medleys qu'on va faire, des choses comme ça, quoi. Il y a Chuck Berry, vraisemblablement, qui va venir et qui va faire avec moi des chansons de lui que j'ai enregistrées dans ma carrière. Enfin, il y a pas mal de... Je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a pas mal de surprises. Ouais, il y a quelques invités surprises qui ne sont pas désagréables non plus. Oui. Johnny, ce spectacle, ça sera une scène centrale, tu vas te mettre dans un coin, il y a une construction particulière, tu as réfléchi à tout ça? Oui, non, mais justement, là, on est en train de la scène, on est en train de la concevoir. De toute façon, ce que je sais déjà, c'est qu'en largeur, la scène fera 100 mètres de large. On va faire un spectacle un petit peu dingue. Enfin, moi, j'aime bien faire les choses un petit peu irréalisables. Moi, ce qui me plaît dans l'irréalisable, c'est de le réaliser. À chaque fois, tu veux te dépasser, aller plus loin, c'est ça? C'est pas question de me dépasser. J'aime bien les choses un peu dingues. Comme faire passer 6 éléphants par rose derrière une chanson, un truc, enfin bon, des trucs un peu dingues, quoi. Johnny, dans ce spectacle, je crois qu'il est prévu puisque ça sera 33 ans de disque que tu vas fêter au Parc des Princes, c'est de refaire un peu cette carrière qui a commencé au niveau discographique à 14 mars 60. Avec Laisse les filles. Ouais, Laisse les filles. J'aurais mieux fait d'écouter ma mère. On connaît Johnny et peut parler de Johnny de l'enfance à son adolescence. C'est bien vous parce que vous êtes sa cousine germaine. Voilà, c'est ça. Il a été élevé par mon père et par maman. Voilà. Enfin, adopté, si on peut dire, quoi. Maman l'a élevé depuis qu'il est tout petit. Vous écoutez beaucoup de musique à la maison, chez vous, dans votre famille? Non, mais attention, on était dans un milieu de music hall. Donc on voyageait sans arrêt. Donc il n'entendait que de la musique. On était danseuse classique à la base. Et on est parti à Londres, dans l'International Ballet, comme danseuse étoile, avec Johnny, qui était tout petit bébé alors. À quel moment il revient ici Bon, ça a commencé quand on a travaillé à la Nouvelle Ève. Là, on a eu 1 an de contrat à la Nouvelle Ève. C'était dans le 18e, au-dessus de la rue Fontaine. C'était très très joli, c'était la concurrence du Lido, si vous voulez. Et c'est là que lui s'est stabilisé. Il devait avoir 14 ans, 13-14 ans. Après, on a fait le Moulin Rouge, l'Olympia et tout. Et on a réussi à avoir un autre contrat chez Ève, qui était une plus petite boîte. Et alors, on a essayé de rester à Paris tout le temps. Sauf l'été où on partait faire les grands casinos. Et là, il venait avec nous parce que c'était des vacances, quoi. Alors lui, à ce moment-là, à 13-14 ans, comment il est, le petit Johnny? Bah, il est assez dragueur, hein, je dirais franchement, comme tous les garçons de son âge. Et puis, comme il jouait de la guitare, ça faisait une suprématie sur les autres, qui à l'époque n'en jouaient pas. Il y avait moins de jeunes qui jouaient la guitare. Mais comment il a appris cette guitare? Ben, toujours parce qu'il avait on lui avait d'abord acheté un violon, à Hanover, je me rappelle. Mais ça le fatiguait vers ça. Et il avait vu un petit gitan qui jouait de la guitare espagnole, et ça lui avait plu. Alors il a échangé la guitare, et puis plus tard, on lui a acheté une guitare électrique. 14 ans, les copains, la bagarre pour les filles, et ainsi de suite, ça, il y avait un petit peu de... Mais là, c'était déjà un peu plus difficile quand même, après tout. Mais enfin, il allait au cinéma tous les soirs avec ma mère. Ah bon? Tous les soirs, parce qu'on n'avait pas de télévision à l'époque. Alors il montait à Pigalle, il y avait plein de petits cinémas qui avaient des films de cow-boys. C'est là qu'il a vu Elvis Presley d'ailleurs. Ouais, alors il allait, flash, hein, il paraît. C'était tenu par des vieux couples de retraités le 3/4 du temps. Et à la fin, ma mère se faisait copine avec eux et puis ils allaient tout seuls. Alors ma mère s'endormait. Alors Johnny, lui, quand il voyait qu'elle dormait, il allait se balader à Pigalle, il revenait.
Alors à la fin du film, il l'a réveillée comme ça. Elle croyait qu'elle avait vu 15 fois, il l'a vu 3 fois. C'est très drôle. Johnny va devenir, enfin Johnny, Jean-Philippe va devenir Johnny Hallyday, parce que c'est le nom de Lee Hallyday qui va emprunter. Oui, mais ça c'était déjà quand il était plus petit. Hein. Déjà tout petit. Oui, alors, parce que d'abord, Lee, il avait difficile à dire Jean-Philippe. C'est trop français parce qu'il a un accent américain terrible. Alors il appelait Joe, puis après il appelait Johnny. C'était automatique parce que Johnny c'est Jean-Philippe en français, en fait. En anglais si vous voulez. Alors il a appelé comme ça et quand Johnny a dû choisir un nom comme tout enfant d'artiste, il a dit bon ben je vais prendre Johnny Hallyday. Pour moi la vie va... Ça marchait, il venait au cours de danse regarder le cours. Puis il était gentil, c'est ça qui était incroyable. Il regardait. Qu'un bébé quand même qui commence à marcher est un peu nerveux. Ouais. Il regardait. Et après il essayait de nous imiter. En Angleterre, par exemple, il nous faisait des démonstrations de ballet qui étaient très marrantes. Il dansait tous les rôles, hein, des filles, des garçons, il dansait tous les rôles. C'était très marrant. C'est peut-être là où il a appris déjà à voir le déhanché et le rock'n'roll. Hein? Automatiquement. Ah, ouais, c'est ça, il a été à bonne école. Il a dansé aussi. Ouais, oui, il a dansé. Ah, il a dansé, vous l'avez fait danser Mais naturellement, il est rentré à l'opéra. Ça, il n'aime pas qu'on dise. Il a voulu rentrer à l'opéra. C'est Serge Ferretti qui voulait le faire rentrer à l'opéra. Il était très bon danseur à 10 ans. Ah bon, à 10 ans, il était très bon danseur? Ah ben naturellement. C'est vous qui l'aviez formé, quoi. C'est nous qui l'avions formé. Enfin, c'est ma mère qui l'avait formé avec Serge Ferretti, avec nos professeurs à nous. Ah, c'est génial. Et il disait, il était ferré. En plus, il était en dehors naturellement. Vous savez, vous pouvez être en dedans ou en dehors. Ouais. Il était en dehors naturellement. Et c'est pour ça qu'il... Puis il y a des trucs qu'il fait, qu'il a vu. Il y avait une danseuse arabe qui faisait un truc fabuleux sur scène. Ouais. Vous savez, elle faisait secouer ses fesses comme ça très vite. Ouais. Ben, il avait appris à le faire et des fois, il le fait encore dans ses trucs de rock. Ça fait de l'effet. Est-ce que tu as des souvenirs de ces années 60, justement, toute cette période 60s, parce que tu dois te replonger dedans automatiquement quand tu choisis tes titres, quand tu te dis, tiens, tu le fais en fonction de quoi? Des souvenirs marquants de ta vie ou en fonction vraiment de ton envie de chanter les titres? J'ai commencé à faire ce métier parce que j'aimais le rock'n'roll. On fonctionne toujours musicalement par rapport à l'influence du rock'n'roll de nos débuts. Mais c'est vrai que ça a évolué, le son a évolué, la façon de jouer a évolué, la façon de chanter, la façon de phraser, les mots ont changé. C'est-à-dire que c'est devenu beaucoup plus blues que rock'n'roll aujourd'hui. Mais disons que l'influence rock'n'roll est toujours là. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir de ce passage du rock'n'roll? Parce que tu as commencé au rock'n'roll avec ce disque, on en parlait, Laisse tomber les filles, le 14 mars 60. Et il y a eu le twist après. T'es passé... C'est une période que j'évite, c'est une période de ma vie que j'ai pas beaucoup aimée. On fait des conneries des fois quand on est jeune, sans doute. Fin des années 60. C'est-à-dire c'est la période qui me rappelle le yéyé et j'aime pas le yéyé. Ouais, c'est le twist yéyé. C'est ce qui enlève... C'est ce qui enlève... Faire du rock'n'roll. Oui, parce que j'avais travaillé comme barman dans les bases américaines et j'avais quelques 45 tours de Bill Haley, d'Elvis Presley. Je me suis procuré un jukebox que vous allez voir tout à l'heure, on va peut-être vous le présenter. Et puis la jeunesse du quartier fréquentait le golf pour venir jouer au golf, mais de temps en temps, il y en a quelques-uns qui apportaient leur guitare et qui mimaient Presley, Bill Haley. Et il y avait donc ce jukebox avec 100 disques à l'intérieur. Hein. C'était des super 45 tours, alors donc ils avaient 4 titres. C'est un jukebox tout à fait exceptionnel parce que oui. Moi j'en ai rarement vu des comme ça. Regarde là par exemple on voit pas les touches, on voit que des petites barres de fer. Tu savais parfaitement où étaient les disques. Exactement, il n'y a pas de monnayeur. Alors j'avais 400 titres, je faisais ma sélection pour qu'ils puissent jouer pendant 10-12 heures. Je fermais la porte du jukebox pour pas qu'on me fauche mes 45 tours et je servais mes Coca-Cola à 1 franc à l'époque. Et là, tous ces jeunes qui avaient 15-16 ans, qui fréquentaient le golf miniature, écoutaient en même temps cette musique qui venait des États-Unis, qui était nouvelle. On n'avait pas la possibilité d'acheter des 45 tours de rock à l'époque. C'était les années 55, 56, 57. Et en 58, j'ai vu pour la première fois Johnny, qui avait 15 ans. Il venait avec sa guitare et il nous faisait croire à l'époque qu'il était américain. Oui, parce qu'il habitait avec Desta et Lee Hallyday et il parlait déjà un petit peu l'anglais, puis il disait oui, mes parents, ils ont un ranch au Texas, et puis il était quand même habillé un petit peu à l'américaine, hein. Il était différent des autres garçons, et nous on le croyait. Et il amenait des 45 tours pour ton jukebox. Et il amenait des 45 tours pour mon jukebox, et l'oncle Chris m'en amenait, et même...
Claude Moine aussi, qui deviendra par la suite Eddie Mitchell. 1958, 1959, parle-moi un petit peu, Henri, de ce qui s'est passé là. Alors en 59, Johnny passe déjà en attraction des fois dans les cinémas de quartier. Et il passe en attraction dans... C'est Lee Hallyday qui lui trouve des petits contrats comme ça à droite à gauche. Et des fois, c'est même très difficile. Quand il revient au golf, il nous dit, tu sais, ça n'a pas très bien marché, etc. Et puis un beau jour, il nous dit, j'ai été remarqué au Marcadet Palace par 2 chanteurs qui m'ont demandé de faire un 45 tours. Je vais faire un essai, on va voir si ça va marcher. Et c'était Gilles et Jean qui lui avait proposé d'aller faire un enregistrement chez Vogue. Et dès l'enregistrement fini, il s'est procuré le 45 tours souple, il nous l'a porté au golf, on l'a passé dans le jukebox, et là, on était fous de joie à l'idée d'avoir un copain qui avait fait un disque. À l'idée de... Ouais, c'est le moment de le dire. C'est le moment, c'est le jeu de mots. Mais dis donc, on est en 60, là, alors c'est le 14 mars. Mais non, mars, non, c'était en 59. Parce que le disque sort en 60, oui, en fait. le disque sort en 60. Mais Johnny l'enregistre en 59. C'est Laisse tomber les filles. C'est Laisse tomber les filles et T'aimer follement. De plus en plus coté, puisqu'on sait que c'est l'endroit où Johnny donne rendez-vous à ses fans. Voilà, et puis ça a été marqué surtout lorsqu'il a fait sa première télévision avec Lynn Renault. Oui. Et on était derrière, on avait un poste de télévision à l'époque au golf. Il avait déjà fait Paris Cocktail, hein, alors. Oui, mais il avait fait, et sans télévision, il avait fait des concerts, des radios. Mais la première télévision, il l'a fait avec Lynn Renault. Et là, on est tous autour du poste de télévision. Et quand on le voit à la télé, alors là, on a l'émotion, nos cœurs battent, on saute de joie. Et puis après l'émission, il vient au golf avec Lee. Et lui, qu'est-ce que vous en pensez? Et on dit, mais c'est formidable, je t'assure, tu as fait une émission formidable. Et dans les studios de la télévision, il a dit, si vous voulez me joindre, vous me verrez, je suis au golf tous les jours. Et à partir de ce jour-là, on a fait un peu son secrétariat. On a reçu tous ses coups de fil, on prenait les rendez-vous, on faisait son fan club, tout le golf draw était mobilisé pour l'aider et essayer de le promouvoir, quoi. Puis Johnny partira à l'armée. Alors là, effectivement, il faut le faire, mais il tient à faire son service militaire. Et il m'enverra encore des cartes postales. Voilà l'enveloppe là où il dit... parce qu'il passera... très rapidement sergent. Sergent Smet. Alors on voit sergent Smet et il m'envoie le persan, là, il m'envoie là j'ai même une lettre manuscrite, voilà, il m'envoie d'Offenbourg, le 22-9-64, là il est 2e classe. Le 2e classe Smet vous envoie toutes ses amitiés. Je pense bien à vous, je reviendrai très très bientôt, votre ami Johnny Hallyday. Alors moi je l'affichais au golf, j'étais très fier de... Voilà, c'était Offenbourg Palace, caserne des marsouins privés d'amour. Et il envoie donc son 100 jours à Henri Leproux avec... T'as gardé tout ça et c'est vrai que c'était le centre. Johnny n'a pas tous ces documents. Je trouve qu'en 1965, quelque part, les cœurs vont être brisés, Henri, puisque Johnny va se marier. Alors, j'ai appris ça, moi, par la presse, la première fois. T'étais pas tenu au courant de cette histoire, et pourtant, t'avais Sylvie, t'avais Johnny. Mais oui, et je vois Johnny, et je dis, non, est-ce qu'il paraît que tu vas te marier? Et il me dit, non, c'est eux qui racontent ça, mais je ne vais pas me marier. Oh non, ni mariage, ni fiançailles. Ça, c'est des... Copains. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce mariage, justement, de cette scène de mariage? Pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, je sais pas moi, tous les gens qui étaient au golf, les groupes et tout, qui font un petit bof pour le mariage, une sorte de petit cadeau? Est-ce que les gens ont pris des guitares? Non, parce que Johnny, à ce moment-là, il est quand même une idole. Et il est pris en main par des producteurs. Ça devient à ce moment-là très showbiz. Alors lui, il s'en échappe de temps en temps, il vient nous voir. Mais c'est déjà une entreprise avec du personnel, il faut que ça tourne. Alors il a des attachés de presse qui lui disent « faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Et il fait pas ce qu'il veut là, à ce moment-là. C'est pas facile pour lui quand on se représente qu'il n'a pas eu tellement de jeunesse finalement. Il a été vedette très tôt
Et il a tout de suite fait des tournées, fait des disques. Et je me souviens qu'un jour, pour me faire plaisir, il a voulu aller acheter des petits soldats de plomb pour mon fils, que tu connais. Oui. Et il est allé aux Galeries Lafayette. Ah, il est revenu en lambeaux. Il était sorti par les sorties de secours, les vendeuses l'accrochaient, les clientes. Les élucubrations, oui, la cage à Medrano. Vrai, la réponse est idée courte. On lutte contre Antoine à cette époque. Ah oui, toi, t'es partisan. Hein. On est fou. On déteste Antoine parce qu'il a osé attaquer Johnny. Et Johnny, heureusement, il sort la chanson qui est Idée courte, Chevelon, idée courte. Alors là, donc, finalement, ça les a aidés, ça les a stimulés tous les deux. Et c'était tous les deux des vedettes à l'époque. Hein, Antoine était une grande vedette, mais Johnny, grâce à sa réponse, vend aussi du disque. L'idée était toujours là. Tu as toujours su aménager, tu n'as pas épousé les modes parce que tu es resté... Quand on fait des coups, comme certains chanteurs, malheureusement, ce que je regrette, c'est que des fois, on voit un chanteur numéro 1 au top 50 une fois, qui reste 3 mois, puis après, on n'en entend plus jamais parler. C'est des choses que je regrette, et pour la musique, et pour l'artiste. C'est pas obligatoirement d'être numéro 1 au top 50 à chaque fois. Ce qui compte, c'est de durer. De durer, on fait des conneries, on fait des choses bien. Bon, on peut pas toujours faire des choses bien. Il y a un truc qui est étonnant, c'est que dans ce que tout le monde dit, tu as un intuitif pour le choix de tes titres. Tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Comme s'il y avait un truc qui fait... Pas toujours, j'ai fait des navets aussi. Hein. Exemple. Qu'est-ce que je pourrais te dire Itsy Bitsy Petit Bikini. Ah oui. Quelle horreur. Vous connaissez Johnny depuis 70, vous programmez la musique sur RTL, enfin vous dirigez la programmation d'RTL depuis 70. Est-ce que vous avez toujours suivi Johnny Hallyday au travers de ses 45 tours ou de ses albums? Est-ce que parfois il vous arrive d'avoir des retenues et de dire tiens, ce titre-là ne me convient pas, ou peut-être que c'est pas vraiment du Johnny ou c'est pas du Hallyday, On ne peut pas vraiment dire ça. Bon, il y a eu des creux, il y a eu des albums sur lesquels les chansons étaient moins fortes. Par exemple, quelle période? C'est un petit peu bon, je ne parle pas des années 60, oui. Mais au milieu vers les années 74, 75, bon, un petit peu avant Hamlet, il y a eu des périodes plus faibles. Mais Johnny est plus fort que tout. Donc de toute façon, les chansons ne resteront pas. Mais elles ont existé au moment où il les a chantées. Après, il y aura des chansons qui sont devenues plus fortes, qui ont tenu, bon, je n'ai pas toujours la chronologie des chansons en tête, mais Johnny est plus fort que tout. Bien, c'est Jean-Jacques Goldman qui avait dit un jour, à partir du moment où Johnny enregistre un texte, il appartient à Johnny. Bon, c'est vrai que, bon, si on parle des dernières années, que ce soit l'album Berger, l'album Goldman, il y a des chansons qui resteront, mais même si elles ont la patte Berger ou même si elles ont la patte Goldman, elles sont devenues des chansons de Johnny. C'est vrai, en plus, Johnny a cette particularité, c'est que c'est un interprète. Il y a très très peu d'interprètes aujourd'hui. Donc ça lui permet de coller particulièrement à chaque époque avec cette espèce d'instinct. Un interprète qu'un auteur-compositeur. C'est-à-dire, c'est comme un acteur, par exemple. Bon, un acteur, on lui donne un rôle à jouer, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. Son métier d'acteur, c'est de l'interpréter. Moi, mon métier de chanteur, c'est d'interpréter les bonnes chansons qu'on me donne. Ça t'a jamais frustré de ne pas pouvoir écrire ou de ne pas faire tes propres chansons? Parfois, tu y as pensé violemment, si, t'en as fait. Quelques-unes. Ouais. Pour être très sincère, la dernière chanson que j'ai écrite, c'était toute la musique que j'aime. Carton. Et comme c'était trop bien, j'ai jamais osé écrire après. Peut-être qu'on aura droit à un blues pour le parc, qui sait? Tu vas peut-être nous sortir un blues des fagots. J'en ai écrit une. Ah, petite nouvelle. Ouais, ça s'appelle Être une rock'n'roll star. T'en as une. Et j'ai récidivé ça avec Michel Ballard, justement, avec qui j'ai écrit toute la musique que j'aime. Ouais. Dans ces années 80, tu as écrit, enfin, tu as chanté les plus grands et tu as fait des albums importants.
Quel est celui qui te manquera le plus? Peut-être Michel Berger, justement. Je crois que ça a été Rock'n'Roll Attitude, ça a été un grand moment. Oui, non, mais c'est l'homme qui me manquera beaucoup. Il y a 2 hommes dans ma vie que j'ai rencontrés qui pour moi sont inoubliables. Il y a Michel Berger et Coluche. Qu'est-ce qui te plaisait chez ces hommes? Quelle est la valeur absolue pour toi chez un homme, d'abord? La fidélité, l'humour, la gentillesse et surtout pas la grosse tête. Il y en a trop qui l'ont autour de toi ou... Pas obligatoirement autour de moi, en général. En général. Être un artiste, c'est d'abord de l'humilité, de la modestie et du talent. Être un artiste, c'est la modestie, c'est la gentillesse et c'est surtout pas vouloir marcher sur la tête des autres. Moi, je file un rock. Qui redevient vraiment un monument, c'est le milieu des années 70 avec les grands shows, les palais des sports. Tu as toujours aimé faire des grandes salles. Si on ne montre rien, c'est pas la peine d'aller au spectacle. Moi, j'essaie de leur montrer quelque chose. Qui est un peu, puisqu'on est ici sur la pelouse du Parc des Princes, le gardien de la musique de Johnny Hallyday, puisque Yannick, c'est un bassiste que vous connaissez bien, souvenez-vous, France Gall, Michel Berger, toujours sur le coup. C'est toi qui vas diriger musicalement et arranger le spectacle du Parc des Princes de Johnny. Alors, comment tu as découvert le Johnny au moment où tu as commencé à travailler avec lui pour Rock'n'Roll Attitude? Oh ben, Johnny est comme il est. Je sais que c'est un souvenir vraiment extraordinaire, cet album qu'on avait fait au Canada. Déjà, bon, par la rencontre Berger-Hallyday, les chansons qui étaient vraiment extraordinaires, comme Tennessee, comme Aimer Vivre, enfin Rock'n'Roll Attitude, tout ça. Et puis le premier contact avec Johnny, ben, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment c'est un animal, quoi. C'est quelqu'un de très intelligent, enfin, qui a vraiment l'intelligence animale, qui n'a pas du tout l'intelligence, ce qu'on prend des fois pour de l'intelligence, c'est-à-dire un côté intellectuel, un côté... c'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain et qui vit, c'est un animal, quoi. C'est de l'instinct, presque. Instinct, total. 50 ans au Parc des Princes, c'est 33 ans de disque. Oui, mais c'est toujours le public. Il a encore un public de 10 ans. Quand je l'ai vu récemment à Reims, dans son public, il y a des enfants de 10 ans, il y a une majorité de 20 ans et de 30 ans. Et bon, puis il y a encore, bien sûr... Ceux qui l'ont connu dans les années 60. Premiers. Mais Johnny a toujours 20 ans avec son public. Donc on peut lui donner encore 20 ans de chansons et peut-être, qui sait... Il y a aussi quelque chose sur lequel, je ne sais pas comment vous le placez, mais Johnny est aussi un être qui étonne toujours. Et savoir étonner, savoir surprendre, c'est rester jeune, c'est rester... Ouais. Mais même dans des détails, je me souviens toujours, une année, on était allé à Tours. C'était l'époque où RTL organisait des grandes bulles dans les villes, et nous avions organisé cette année-là, c'était l'année d'Hamlet. Oui. Et nous avions organisé une rencontre entre Johnny et les élèves d'un lycée de Tours. Le proviseur et le professeur avaient accepté. Ce n'était pas quelque chose de facile à faire accepter à l'époque par un proviseur qui avait eu le courage de le faire. Et on